Je n'étais plus fière d'avoir réussi par mes seuls efforts à transformer le monde en un terrain de jeu à ma merci. S'il n'y avait pas eu deux hommes qui tissaient à quelque distance, je serais tombée à genoux pour remercier mes yeux de si bien voir. La Maillard est née en 1903 à Genève, un deuxième enfant de la famille d'un commerçant en fourrure. Sa mère était danoise, donc une femme du Nord, qui lui a donné une éducation très anglo-saxonne dans laquelle le sport avait beaucoup d'importance. Elle a initié sa fille à la voile, au Creux de Gentot, où Ella et son amie Miette ont fait leur début de navigatrice. Il y avait la découverte de l'eau, de la nature, de la navigation des bateaux à voile qui m'ont donné le goût d'une vie pleine et totale où le corps, l'intelligence, le cœur vibraient en même temps. Cette vie de citadine ne me permettait pas d'avoir cette vie en plein air à laquelle je rêvais. Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir une voisine, elle s'appelait Miette de Saussure, et nous avions commencé à naviguer ensemble, faire équipage féminin sur ce lac. Aujourd'hui, il y a des écoles de navigation partout. Mais nous avions appris empiriquement avec les marins qui se préparaient pour les semaines de régate et qui nous ont adoptés, qui nous ont appris leur métier. Et on ne savait pas à ce moment-là que nous irions faire la pêche au thon dans l'océan, que nous irions en Angleterre sur nos voiliers. Mes parents m'ont toujours dit « Tu es responsable de ta vie, tu dois savoir ce que tu veux faire plus tard ». Puis l'école m'ennuyait mortellement et j'ai pas réussi mes examens de fin d'études. Alors est venu ce goût profond de la navigation, cette école d'indépendance, et peu à peu ce goût est devenu une passion. J'avais l'impression que la planète entière m'appartenait. Pourquoi ne pas en faire la découverte? Tout ça, c'est au fond pour dire que la vie est merveilleuse, qu'il faut lui faire confiance et croire qu'elle peut nous apporter ce qu'on désire profondément. C'est vraiment la navigation qui lui a fait connaître le monde, littéralement, concrètement, parce que ayant passé son enfance à pratiquer beaucoup le bateau au Creux de Gentot, elle a peu à peu, cherchant un sens à sa vie, était de plus en plus portée à vouloir devenir navigatrice. J'avais une enfance très faible sur le plan physique et le sport m'a sauvée, m'a donné de la force.
La Maillard a formé à 16 ans une équipe de hockey sur terre à Champel. Pour autant, elle a continué le ski. Elle a fait partie de l'équipe suisse de ski. Elle a également pratiqué la montagne. Elle caressait le projet de devenir guide de haute montagne. Malheureusement, le club alpin suisse n'acceptait pas les femmes. Donc c'était vraiment une voie sportive importante. Dans des épisodes de sa carrière de navigatrice, elle a rencontré, jusqu'à devenir une grande amie, Alain Gerbaud, qui était l'un des premiers avec Slocum à faire le tour du monde seul. Et cette amitié a joué un très très grand rôle à tout point de vue, aussi bien pour trouver plus tard un éditeur pour Ella que pour rêver du monde. Eh bien, la grande navigation a commencé quand nous avons voulu imiter Alain Gerbaud. Nous l'avions rencontré à Nice avant son grand départ pour sa traversée de l'Atlantique. Il faut dire pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Gerbaud, il a traversé l'Atlantique en solitaire, il est allé en Pacifique et il est arrivé en 1923 à New York. Et nous sommes dit, si lui tout seul arrive à New York, ben nous, avec nous, à deux, on arrivera aussi avec un bon bateau. Alain Gerbaud part dans les mers du Sud et Miette de Saussure et la Maillard décident de le rejoindre. Elle prépare le voyage notamment avec Grémillon, qui était un cinéaste très connu, et Grémillon leur apprend à filmer en mer. Alors on s'est préparé pendant longtemps. Miette avait à ce moment-là acheté un très très beau bateau, un Pilote du Havre, qu'on a transformé en ketch pour pouvoir plus facilement manier les voiles. Et nous avions de la nourriture à bord pour 9 mois de traversée, de navigation, donnée par des fabriques de France. Et j'avais formé le projet de faire un film 35 mm, noir et blanc à ce moment-là, naturellement, de cette traversée. Et j'avais engagé un garçon qui est devenu célèbre par la suite, qui s'appelait Jean Grémillon, pour qu'il m'apprenne à tourner. Et alors là, j'ai tourné des petits bouts de film sur l'île de Groix et comment nous avons fait la pêche au thon, au golfe de Gascogne, au Biscaye. Donc le projet était de faire un film. Le projet était de partir loin, sans forcément de ticket de retour, et de partir loin dans les mers du Sud, rejoindre Alain Gerbaud et partir à l'exploration et l'aventure. Elles partent et à peine la Manche traversée, à la première étape, Miette de Saussure s'aperçoit qu'elle est enceinte. Donc retour à la case départ, et là, la Maillard doit abandonner tous ses projets de mer. Elle se rend à Berlin en 1929. Elle fait la connaissance notamment d'émigrés russes, qui commencent à s'intéresser à la Russie. Elle fait la connaissance de la veuve de Jack London. Et cette veuve de Jack London lui donnera $50 qui lui permettront de partir. Et de ce moment-là, c'est une rupture dans la vie de la Maillard parce que de la mer, elle passe à la terre. Il est vrai que j'avais rencontré à Berlin un homme extraordinaire, un Kirghize, qui venait d'Asie centrale. Je lui avais parlé aussi à ce moment-là en disant « Bon, je ne sais pas quoi faire en Europe, je pars vers l'Asie. » Et lui m'avait dit « Mais c'est en vous-même qu'est le problème, et vous pourrez voyager au bout du monde, vous vous retrouverez vous-même. Il faut vous mettre en ordre avec vous-même. » J'ai dit « Bon, oui, c'est des phrases, mais pour le moment, je dois gagner ma vie. Et je vais partir et voir si je peux faire du reportage et peut-être des livres. » Et à ce moment-là encore, Alain Gerbaud a joué un très grand rôle dans ma vie. Il m'a fait déjeuner avec son éditeur Charles Fasquelle, qui plus tard m'a payé mon premier manuscrit et livre, séjour de 6 mois en Russie et au Caucase. La Maillard, c'est un modèle, elle est très belle, elle fait des castings dans les studios de l'UEFA. Elle a eu quelques rôles comme cascadeur, comme doubleur dans des films de ski notamment. Son but serait de décrocher un rôle dans un film, notamment un grand film. Donc elle fait des castings et on a quelques extraits de castings qu'elle a fait à Berlin dans ces années-là.
À Moscou, elle loge chez la comtesse Tolstoï, dont elle avait l'adresse par Charmian London. Et vivant comme une Russe, elle fait du sport, dans un club d'aviron notamment, et puis elle s'intègre au milieu du cinéma. Grâce à Soyouf Kino, elle fait la connaissance de Dziga Vertov, elle fait connaissance de Eisenstein et surtout de Pudovkin. Pudovkin était célèbre pour avoir tourné en 1926 le film La mer, et il tournait La vie est belle. Pudovkin va jouer un rôle important dans cette période de sa vie, et notamment en lui fournissant des extraits négatifs de films pour qu'elle puisse continuer à photographier, et notamment lorsqu'elle va se rendre dans le Caucase. La Maillard écrit Parmi la jeunesse russe, qui est son premier livre, qui est publié chez Fasquelle à Paris. Alors, ce livre a un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est qu'il va être très très mal reçu en Suisse, notamment à Genève, pour des raisons politiques. Mais il a un aspect positif parce qu'il va lui rapporter 6 000 francs, qui est une très belle somme à l'époque, et qui va lui permettre de retourner en 1932 à Moscou et d'aller à ce moment-là en Asie jusqu'au Kyrgyzstan. La Maillard débarque en 1932 ici même, à Frunze, qui était la capitale de la Kirghizie soviétique et qui est aujourd'hui Bishkek, capitale du Kyrgyzstan. Elle a fait des jours et des jours de voyage assez difficiles à ce moment dans les trains. Et puis elle débarque à Bishkek, donc en 1932. En s'éloignant de la gare, elle réussit à prendre des photographies qui témoignent de l'époque soviétique, et notamment des prisonniers nationalistes qui sont groupés sur le quai en attendant d'être déportés, ainsi que des scènes de la vie locale. C'est la découverte de l'Asie centrale, c'est le début de son premier grand voyage. Je suis privilégiée d'avoir pu vivre en plein air. Et je crois que c'est dans les Monts Célestes au Sable Rouge où pour la première fois j'ai eu ce sentiment formidable. Notre camion qui nous amenait de Frunze jusqu'au lac Issyk-Kul avait une panne. Les camions russes, vous savez, quand ils ont une panne, ça ne se répare pas tout de suite. Ce qui fait qu'au coucher du soleil, on était en plein bled, à mi-chemin entre Frunze et le lac Issyk-Kul, et on a dormi à 200 mètres au bord de la route, à même le sol. On n'a pas dressé des tentes. Eh bien, il y a eu une tempête pendant la nuit. Vous savez, une tempête en Asie centrale, c'est un peu comme en mer. Et on avait juste nos sacs de couchage. Je me suis sentie, donc, à même le sol de l'Asie centrale et roulée par un grand vent de steppe asiatique, où j'ai senti ce contact avec la terre immense, l'Eurasie. L'Europe est une petite presqu'île dans une Asie immense. Et c'est affreux d'employer des mots qu'on fait partie du cosmos. J'étais 3 fois rien, j'étais un grain de sable pensant. Eh bien, il y a des endroits où on a encore au bord de la mer. Vous avez dormi au bord de la mer sur une plage quand la mer déferle. C'est très facile de faire abstraction de tous nos problèmes mentaux et d'arriver à l'intuition de la haute partie de nous-mêmes et de voir qu'il y a une vie totale et pleine qui est là.
Nous sommes au port de Caracol, qui est aujourd'hui partiellement désaffecté, mais qui, dans les années 30, avait une importante activité. Il se trouve à l'extrémité du lac Issyk-Kul, qui est le deuxième plus grand lac de montagne du monde. Suite à la panne de son camion, Ella Maillard a traversé ce lac sur le bateau qui faisait la navette entre Cholpon-Ata et Caracol, en embarquant avec elle tout le matériel de l'expédition. Alors nous sommes au marché aux chevaux de Caracol, au marché du dimanche matin, où les chevaux s'achètent, s'échangent, se testent et se ferrent également. Et ce marché n'a guère changé depuis le passage d'Ella Maillard en 1932. Le cheval kirghize a la particularité d'être très robuste et endurant et indispensable aux nomades pour leur déplacement et la garde de leurs troupeaux. Les cavaliers kirghizes sont réputés pour leur habileté et leur courage et participent à des joutes équestres, les buzgachi, qui ont lieu tout au long de l'année. Malgré la résistance de ses chevaux d'Asie centrale, il est arrivé à Ella Maillard d'en perdre un lors de son incroyable expédition à travers la Chine. Il n'était pas très grand. Et il baissait sa tête et mettait la tête à l'intérieur de la tente. Et ce cheval avait bu de l'eau salée au nord du Tibet, où il n'y a pas d'eau douce. D'avoir bu de l'eau salée, ça l'a rendu malade. Il urinait sans arrêt et ça l'a affaibli probablement. Et l'abandonner, c'était terrible. Et j'oublierai jamais ça. Nous empruntons le même itinéraire qu'Ella Maillard et remontons la vallée du Joukou, le long de la rivière du même nom, en route vers les Monts Célestes. Ensuite, l'expédition, donc Ella Maillard et les 4 scientifiques russes qu'elle accompagnait, se sont rendus à Akshirak, qui est à environ une centaine de kilomètres, et puis de là, ils sont montés au Djengart. Depuis le Djengart, on voit la Chine.
C'est le moment qu'elle décrit dans son livre où le Taklamakan est le panorama en fait, qu'elle voit. Ensuite, toute l'expédition redescend jusqu'à Karakol, qui est un long chemin, et passe Karakol jusqu'à Almaty, donc au Kazakhstan. Et là, elle vend les chevaux, et puis elle se sépare de ses compagnons russes, et puis elle continue seule le chemin. Elle part Tachkent, Samarkand, et ensuite elle traverse le désert des Sables Rouges jusqu'à la mer d'Aral. Elle en écrira un très beau livre, Des monts célestes aux Sables Rouges. Alors, à Samarcande, un matin, la Maillard dormait. Elle m'a raconté avoir entendu des chevaux et une certaine agitation. Du coup, elle a pris son appareil de photographie. Elle est descendue. Et là, elle a vu une scène de procès. Elle prend son appareil, elle photographie cette scène qui est totalement inédite. Et elle en a fait là une des scènes les plus exceptionnelles certainement de sa vie de photographe. Un matin, je vois des chevaux qui arrivent dans cette cour superbe, avec des hommes armés, qui se mettent dans les poches d'entrée. Et puis on amène des chaises, et puis on amène des cordages, et puis on amène une table, et puis le buste de Lénine que vous voyez là. Et moi, j'étais là avec un Leica. C'était interdit de photographier la plupart du temps. Moi, j'avais une frousse épouvantable de perdre mon gagne-pain, qui était mon appareil. Et montrant mon appareil, j'ai dit, est-ce que vous me permettez de photographier? Ils ont dit, mais bien sûr. Naturellement, dès que la condamnation à mort a eu lieu, moi, je me suis reculé discrètement en me disant, j'en ai vu assez. Mais il n'y avait pas de choix, il fallait prendre le risque. La Maillard a fait partie de cette génération qui a été traumatisée par la Première Guerre mondiale, par les massacres, et qui a cherché ailleurs que dans la civilisation occidentale une réponse éthique, philosophique, une manière de vivre différente. Elle est venue au Kyrgyzstan, qui est le pays des nomades, pour voir comment les Kirghizes vivent, comment ils sont proches de la nature, comment ils partagent les terres, comment ils élèvent leurs animaux. Et c'est une véritable fascination qu'elle a eue sur le nomadisme. Je me suis passionnée pour ces nomades, mais ils étaient déjà contrariés par les soviets, qui voulaient leur dire comment nomadiser, quand changer de vallée, et créer des catastrophes épouvantables. Donc les nomades étaient à moitié consentants aux ordres des soviets, qui n'avaient pas le choix. Et alors cette photo avec le gamin, avec la casquette russe des prolétaires, et le papa avec sa chapka en peau de mouton noir est au fond un résumé de cette époque à cheval. Donc ça va de mal en pis avec ces imbéciles qui ne veulent pas accepter les vieilles coutumes d'autrefois.
La Maillard a séjourné dans cette station, qui est une ancienne station météo que les Russes avaient construite, qui est aujourd'hui en ruine, et qui est sur un plateau à près de 4000 mètres. Elle y a séjourné avec ses 4 compagnons russes. D'ici, la Maillard a gravi le Saritor, qui est la montagne qui fait face à la station météo. Elle y est allée avec un matériel bricolé, ses skis notamment, avec du cuivre, des fils de fer. Elle y est allée seule, ce qui était un véritable exploit. Donc elle est redescendue à ski, elle en a fait un certain nombre de photographies qui prouvent qu'elle a réellement été au Saritor. En 1934, Ella Maillard est en Chine, en reportage, et à Harbin, elle rencontre Peter Fleming. Peter Fleming, c'est un écrivain fameux, c'était le correspondant du Times en Chine. Elle sympathise et il décide de faire un voyage réputé impossible de Harbin jusqu'au Cachemire britannique. Et bien au-delà des difficultés qu'Ella Maillard a rencontrées dans son voyage en 1930 au Caucase, ou en 1932 en Kirghizie, ce voyage-là, il est réputé impossible. Impossible pour des raisons politiques, parce qu'il y a la guerre, il y a des seigneurs de guerre dans les déserts, et pour des raisons physiques. C'est extrêmement endurant, il faut passer des cols, il faut passer sur les hauts plateaux à des températures extrêmes. Ils font le même voyage, mais le vivent très différemment. C'est intéressant de lire parallèlement le livre qu'Ella Maillard a écrit en rentrant, Oasis interdite, et le livre que Peter Fleming a publié en rentrant, Courrier de Tartarie, qui va devenir un best-seller. Le livre d'Ella Maillard, c'est un documentaire, c'est un reportage. Le livre de Peter Fleming, c'est un roman, c'est un film. Ella Maillard, elle, se plonge dans l'immensité, commence à trouver des formules qui justifient son existence sur Terre, alors que Peter Fleming commence à regarder sa montre parce que, dit Ella Maillard qui a beaucoup d'humour, il a peur de rater l'ouverture de la chasse aux perdrix en Écosse. Tous les deux voyagent 7 mois avant d'arriver au Cachemire britannique. Avec mon ami anglais Peter Fleming, nous partons de Pékin avec l'idée de traverser toute l'Asie centrale et aller voir ce qui se passe au Turkestan chinois où il y avait une république autonome de Chinois musulmans. Et comme ça, nous sommes partis de Pékin au moment où Mao commençait sa longue marche depuis le sud. Et il s'en est fallu de 2 jours que nous nous croisions à Xianfu, la capitale du Shaanxi, avant que nous arrivions dans la grande ville de Lanzhou, sur le fleuve Jaune. Mais alors, nous partons à ce moment-là pour une grande aventure qui va de Pékin jusqu'aux Indes. Ça fait à peu près 8000 kilomètres. Et Xining est à 2500 mètres, je crois. Nous montons jusqu'à 3000, le plateau du Tsaïdam. Et alors d'ici, nous sommes partis au nord du Tibet, à 4200, 4500 mètres d'altitude, et nous sommes descendus
dans le désert du Taklamakan, l'ancienne route de la soie, et en un mois, nous avons été de Tchetchen jusqu'à Kashgar, avant de passer 45 jours, traverser le Pamir pour arriver au Cachemire. Ce grand voyage, nous avions réussi ce coup d'éclat sans être emprisonnés sérieusement. Ella Maillard rencontre en Mandchourie un journaliste anglais de premier ordre, Peter Fleming, et qu'ensemble, aussi dur et résistant et audacieux, au-delà de toute mesure, ils se mettent ensemble. Alors tout le monde a cru, comme ils ont voyagé ensemble et dormi là sur la même tente pendant 6 mois, ne croyez pas à l'idylle, ils se charriaient tout le temps. Mais je lui ai posé la question, moi, direct. Et elle m'a dit, oh, comment est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire derrière un chameau? Et bon, avec Peter, c'était une grande amitié parce qu'elle savait que Peter rejoignait quelqu'un dont il était très amoureux. Donc voilà. Mais elle adorait Peter à cause de son sens de l'humour. Et elle-même avait beaucoup d'humour. Donc c'est une relation. En plus, on sait quand on voyage comme ça qu'il ne peut rien se passer réellement de sexuel. Donc, parce qu'on n'a pas la force, on n'a pas la possibilité de se nettoyer, c'est difficile. Donc, je pense qu'elle a eu avec lui une amitié amoureuse très forte et très longue, puisqu'elle a continué à communiquer avec lui jusqu'à sa mort. Mais c'était 2 volontés qui se sont aidées pour un voyage que personne n'avait fait à l'époque et que personne ne fera pendant les dizaines d'années qui suivent. C'est-à-dire aller en Asie centrale sans passer par la route principale où les voyageurs étaient interdits. Et ce qu'ils ont vécu, c'est de survivre dans des voyages tellement difficiles, dans des conditions tellement exceptionnelles, dans des endroits tellement inconnus, que leurs chevaux, les chameaux eux-mêmes crevaient, mais eux tenaient toujours. La grande Ella Maillard, elle apparaît dans toute sa dimension, je dirais, affective, spirituelle, ou disons spirituelle, qui englobe les animaux dans le monde qui doit nous être cher, à tel point qu'au moment où elle sent que son poney va crever, elle trouve un très beau petit endroit près d'une rivière pour lui accorder une paix et une faim dans des conditions les meilleures possibles. Et voilà, la mort de son ami, le cheval étant organisée, elle a continué à pied, là où les chevaux ne passaient plus. Ella Maillard découvre l'Afghanistan en 1937 lors d'un reportage. Elle traverse le pays avec un bus public. Donc elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut pas découvrir les populations. Et elle décide de revenir dans ce pays qui la fascine. En 1937, avec l'appui du journal parisien, je pars pour faire un reportage en Afghanistan, Iran. Je reviens en Europe en me servant des autobus locaux, très 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 bon marché. Parfois on dort au bord du fossé dans le désert. Mais on ne peut pas filmer ce qu'on veut au bord de la route. Ella Maillard prépare très très bien les voyages qu'elle entreprend. Et surtout, elle rencontre des gens qui connaissent l'Afghanistan, notamment des archéologues qui ont travaillé, des orientalistes, le directeur du musée Guimet. Elle achète des livres, elle lit beaucoup. Lors de cette préparation, elle fait la connaissance d'Anne-Marie Schwarzenbach. Alors, il y a une conjonction de 2 vie légendaire, celle d'Anne-Marie Schwarzenbach et celle de la Maillard. Et de cela est né à la fois, ce sont nés des livres, et une sorte de vision du monde, et une sorte de mode à la fin du XXe siècle, qui en ont fait littéralement des personnages de romans. Anne-Marie Schwarzenbach est écrivain, brillante journaliste zurichoise, excellente connaisseur de l'Orient, et elle a un atout formidable, elle possède une puissante Ford décapotable qui va leur permettre d'entreprendre le voyage. Elle avait cette règle aussi très très stricte dans les grands voyages qu'elle a fait, en particulier avec Anne-Marie Schwarzenbach, c'est qu'elle n'était
pas d'accord de se mettre en voyage avec quiconque n'obéissait pas à une règle d'or. Et cette règle d'or, c'est, que croyez-vous? Un repas chaud par jour. Si son compagnon ou sa compagne n'était pas d'accord avec ça, elle ne partait pas. On a là toute l'expérience de la voyageuse, son caractère concret. Ça montre qu'elle n'était pas dans les nuages. Au contraire, elle avait des pieds extraordinairement solidement posés à terre. Et elle savait qu'on ne vit pas une vie normale, même spirituelle, si on ne mange pas au moins un repas chaud par jour. En mai 1939, elle quitte la Suisse, elle traverse la Yougoslavie, elle traverse la Turquie, ensuite l'Iran, elles arrivent en Afghanistan et elles traversent l'Afghanistan par une route qui passe au nord. Une route très difficile mais beaucoup moins surveillée. Et leur but est de découvrir une vallée assez retirée, assez peu connue, qui s'appelle le Kafiristan. En 1939, j'ai la joie de faire la connaissance d'une jeune Zurichoise, très intelligente et très douée, qui a une voiture et qui voulait faire connaissance avec l'Afghanistan. Et nous repartons au mois d'avril 1939 par la même route, Istanbul, Tabriz, Téhéran, sur Kaboul. Nous sommes sur la route nord qui va de Herat à Mazar-i-Sharif au Turkestan afghan, une route encore aujourd'hui extrêmement en très mauvais état. Et là, nous rencontrons des nomades qui vivent sous la tente, dans le grand vent du nord de l'Afghanistan. Et voici une autre forme de nomade, de maison de nomade, la yourte, utilisée par les Kirghizes et les Turkmènes. Enfin de l'eau, la rivière Mourgab qui se jette au Turkestan russe. Et là, un jour, nous rencontrons des nomades d'un autre genre, des bohémiens, parents de nos bohémiens d'ici. Ils sont parfois forgerons, ils dressent des singes et des ours. Nous arrivons à Balkh, la mosquée verte de Balkh du XVIe siècle, qui est très belle, avec une coupole turquoise splendide, en très mauvais état. Et dans le voisinage de Balkh se trouvent les ruines de la célèbre ville de Bactre, qu'on appelle la mère des cités, qui était la grande capitale de l'Asie centrale il y a 2000 ans. Nous remontons le Dare Shikari, nous arrivons à Bamiyan, lieu célèbre dans toute l'Asie au début de notre ère. Bamiyan à 2500 mètres d'altitude, où nous retrouvons les archéologues français Joseph Aquin et sa femme. Nous allons passer 2 semaines à Bamiyan à visiter les grottes célèbres, les grands Bouddhas de 35 mètres et 53 mètres de hauteur. Avec les Aquins, nous visitons le célèbre Bandi Amir, le barrage du roi qui étincelle d'une couleur gentiane foncée dans les falaises roses et violettes d'un barrage naturel. Il y a 5 lacs successifs. Et là, au bord du lac, une petite mosquée dédiée à Ali, le gendre du prophète, qui est un lieu de pèlerinage où viennent les gens malades qui veulent se tremper dans le lac, être guéris miraculeusement. Nous campons au pied de Charizoak, une forteresse magnifique qui a été détruite par Gengis Khan en 1222. Dans cette partie de l'Afghanistan, les habitants s'appellent des Hazaras. Ils sont d'origine mongole, dit-on. Ils vivent à 3000 mètres d'altitude dans le grand vent et le froid en hiver. Nous descendons des hauteurs de Bamiyan par la vallée de Gorband et nous dirigeons vers Kaboul. Avant d'arriver à Kaboul, nous nous arrêtons au lieu de fouille, à Begram, au nord de Charikar. Et à ce moment-là, nous sommes près du Nouristan, la région la plus sauvage de l'Afghanistan. Et nous pique-niquons au bord de la rivière. C'est le mois de septembre 1939. La guerre a été déclarée et nous sommes tous dans un état de profonde tristesse.
elles arrivent à Kaboul. Et à Kaboul, malheureusement, Anne-Marie Schwarzenbach est reprise par ses démons, notamment la drogue. Elle tombe malade, elle reste à Kaboul. Elle n'admettait pas qu'une femme de la valeur d'Anne-Marie Schwarzenbach, à côté de tout le charme et de la séduction qu'elle peut exercer, qu'elle cède à quelque chose qui manifestement allait lui faire un mal épouvantable, ce qui était vrai. Et alors elle était persuadée que si elle voyageait avec elle, elle arriverait à l'en sortir. Elle a cru à son traitement. Et les choses ont basculé quand, tout à coup, au Moyen-Orient, elle s'est aperçue qu'elle fuyait l'endroit où elle passait la nuit pour aller se droguer ailleurs. Alors ça, pour elle, c'est comme si la foudre lui était tombée dessus. Elle a dit c'est raté. Le voyage avec Anne-Marie Schwarzenbach, c'était un espèce de deal. Anne-Marie Schwarzenbach avait la voiture idéale pour faire ce voyage. Et elle était en peine parce qu'elle était droguée et qu'il fallait qu'elle s'arrête. Et donc, Ella a pris à cœur de vouloir essayer de faire arrêter cette femme de se droguer. Et puis, elles ont fait ce voyage, mais elle n'y est pas arrivée. Et pour elle, ça a été un grand échec. La guerre éclate, septembre 1939. C'est une catastrophe, évidemment. Et toutes deux décident de se séparer pour suivre leur propre destin, à savoir Anne-Marie Schwarzenbach rentrer en Suisse pour lutter contre le fascisme. Et Ella Maillart décide de rester en Inde et de continuer ce voyage. Le chemin des caravanes par le col du Lataband qui va de Kaboul jusqu'à Peshawar. Et là, comme c'est au mois d'octobre, il y a la transhumance, les nomades qui vont passer l'hiver dans la chaleur de l'Inde, qui quittent les froids de l'Afghanistan. La tête de ligne des chemins de fer de toute l'Inde, l'Andi Kotal, avec les forts construits par les Anglais pour défendre cette région frontière qui a toujours été en guerre contre l'étranger. Et nous entrons dans l'Inde. Un tombeau musulman décoré avec des chiffons votifs. D'un côté les chameaux, de l'autre les voitures, c'est le panneau que tous les voyageurs photographient. Nous sommes arrivés à Peshawar, la capitale de la province du Nord-Ouest, et là nous nous promenons dans les rues très pittoresques. C'est en 1939, cette partie qui s'appelle maintenant le Pakistan. De fait, elle restera en Inde jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1945. Et cette période va la transformer, elle va lui permettre de découvrir la religion, elle va découvrir un certain nombre de réponses à ces questions existentielles. Elle va se transformer en faisant une forme de voyage intérieur. Et c'est une période qu'elle résume de manière assez forte, en expliquant qu'avant l'Inde, elle cherchait les différences entre les gens, et qu'après l'Inde, elle a recherché les ressemblances. En fait, du voyage, elle a fait un voyage intérieur. J'ai décidé de rester en Inde à ce moment-là. Pour le temps que durera la guerre, personne ne savait combien de temps ça durerait. Je me suis dit, bien, alors si c'est en moi, la vie intérieure, la sagesse de l'Inde, qu'est-ce que c'est ? J'avais le nom de 3 sages. Et je plonge dans l'Inde du Sud, où je vis à la manière hindoue pendant très longtemps. Pendant ce temps, je pense à l'Europe en guerre. Et le désespoir me pousse à me rendre chez le sage dont j'ai l'adresse. J'ai décidé de rester auprès de lui assez longtemps. Et par la suite, au bout de 2 ans, j'ai été chez un autre maître, un autre sage, qui enseignait la même méthode d'introspection. Connais-toi toi-même. Essaye de savoir qui est le soi, le je, avec un je majuscule, et pas le petit ego, qui était au Kerala.
Alors, ma question de base, depuis mon enfance, quand je voyais quelque chose, et au Creux de Gentot, quand j'étais très heureuse, je disais, qu'est-ce que c'est que la réalité? Le centre, l'essentiel de ce qu'on voit, l'essence de la vie dans l'instant présent. Je savais que le présent est la seule chose réelle, mais encore, c'est un mot pour répondre. Eh bien, cette sagesse hindoue, quand on veut arriver au fond du problème, il faut savoir qui on est, puisque tout dépend de moi. C'est moi qui suis consciente et qui vois les choses. Et toutes les questions qu'on pose à un sage tournent autour de cette question qui suis-je, qui est le vrai je. Or, toutes les sagesses du monde entier parlent de deux je. Un petit je qui est identifié au corps et un je qui participe de l'esprit suprême. Et il faut que les deux je coalescent et n'en fassent plus qu'un, qu'on ne soit pas perpétuellement un être divisé en soi. Et le vrai maître est celui qui a accompli cette réalisation directe, expérience directe du vrai je. Et il est capable de répondre à nos questions d'une manière tellement satisfaisante qu'on dit, voilà, ça c'est un maître, je comprends ses réponses, j'aime sa manière de répondre et je reste auprès de lui pour progresser et m'affiner moi-même et arriver à son plan de conscience, si tel est mon sort. Alors on reste auprès de ces sages et certainement, la plupart du temps, ils vous répondent même silencieusement, sans dire de parole, par une sorte de télépathie. Ils prévoient vos réponses, vos questions très souvent. Ils vous aident à lire, vous donnent certains livres. Et on peut donc poser des questions quand on n'a pas compris quelque chose. Je crois que j'ai compris également les techniques qu'ils m'ont données et que si j'ai compris quelque chose de valable, je peux aussi bien le mettre en pratique ici que là-bas. Car le climat est quelque chose de terrible et la nourriture également ne me convenait pas du tout. Et je pense que si on est né à un endroit, c'est là qu'il faut pouvoir accomplir sa vie et son destin. Mais je suis retournée très souvent auprès du sage jusqu'à sa mort. Dans sa vie, il n'y avait pas seulement ce qui pouvait être une démarche spirituelle, je dirais, d'une transcendance telle que ça nous dépasse complètement. Donc la troisième dimension, ou bien la dimension, l'ailleurs, l'ailleurs est présent et c'est très fort dans la moindre étape de sa vie. Mais il est évident que pour elle, c'était extrêmement important d'avoir rencontré ce qu'on appelle des sages dans l'hindouisme et elle avait eu avec eux des expériences qui ont dû être extrêmement dures, parce que c'était une femme dure, en fait. C'est-à-dire qu'elle a commencé par rencontrer des sages avec un scepticisme, et avec cette distance, cette espèce de même ce calcul des réalités objectives qui faisait qu'elle ne voulait pas se laisser embobiner et entraîner partout. Et elle a parlé à plusieurs de ses amis d'un regard que un sage en Inde a échangé avec elle pendant un immense moment où littéralement elle a fondu intérieurement. Ça s'est achevé d'ailleurs par des larmes, mais où ça a pris une intensité qui a pris disons l'aspect d'une grande étape de sa spiritualité. Elle n'était pas parfaite, hein, mais elle voulait tendre à la perfection. Elle voulait, peut-être pas à la perfection, mais elle voulait tendre au mieux-être, au bien-être, à la bonté, au bonheur. Elle a toujours aspiré à ça, à être belle intérieure. On se trouvait face à une personne absolument rare dans les forces concentrées physiques, spirituelles, mentales et de volonté qui lui avaient permis d'accomplir ce qu'elle avait accompli, plus la résistance. Ella Maillart s'inscrit pleinement dans le genre de littérature d'écrivain voyageur. Curieusement, beaucoup plus connu et célébré dans la littérature anglo-saxonne que dans la littérature française. Il est évident que Ella Maillart, à cause du fait qu'elle n'avait pas de don naturel
pour l'écriture. Elle avouait qu'elle avait de la peine à écrire. Se battait, d'autant plus que ses premiers livres ont été écrits en anglais avant d'écrire en français. Elle s'est battue en disant ce qui était au fond très britannique. Les Britanniques, ils comprennent ça. C'est-à-dire qu'il faut être exact. Moi, formé comme journaliste aux États-Unis, je sais ce que c'est, les mots d'être exact. Et alors, si quelqu'un sait parler de la chose écrite en ayant un regard aigu et en disant des choses extraordinairement précises, c'est Ella Maillart. Parce que elle n'a pas de préjugés idéologiques et encore moins littéraires dans le choix de ses sujets. Elle n'essaye pas d'écrire à la manière de celui-ci ou de celui-là. Elle se dit « qu'ai-je vu ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Comment était-il ?» etc. Et donc, c'est extrêmement exact. Et plus les faits décrits sont exacts, comme elle vivait des moments extraordinaires et des itinéraires que personne d'autre qu'elle avait empruntés, ça donne tout à coup, à la moindre de ces pages, un poids qui a complètement renversé tous les obstacles des grincheux. Alors, c'est pas un écrivain, c'est une voyageuse qui écrit. Et c'est très intéressant. Moi, j'adorais ses livres parce que je trouvais qu'elle écrivait, par exemple, Oasis interdite. Elle a fait un truc extraordinaire. Et elle écrit ça comme si elle disait je suis sortie, il fait beau, je vais acheter 1 kilo de patates pour le déjeuner, je fais un déjeuner et tout va bien. Donc moi, ça m'a beaucoup impressionnée et j'aimais beaucoup son écriture. J'ai voulu non seulement publier des écrivains qui m'étaient proches, mais Ella Maillart, dont me parlait Nicolas Bouvier. Et c'est pour publier une réédition dans les livres du mois des Oasis interdites, que j'ai noué avec elle un lien qui a été extrêmement important. Et tout ça avance peu à peu avec un mouvement qui tout à coup va éclater à la fin des années 70, c'est-à-dire la notion des écrivains voyageurs. D'Ella Maillart et de Nicolas Bouvier, qui sont devenus comme les deux figures emblématiques, comme la Vierge et le Christ ou comme la Mère et le Fils, pour l'opinion française. Mais tout à coup, Bernard Pivot s'en mêle. Et dans une émission d'Apostrophe, en 1989, il la reçoit. Tout à coup, Ella Maillart crève littéralement à l'écran. Ella Maillart, 1903, naissance. Et en vérité, vous êtes célèbre dans les pays anglo-saxons, vous avez été très célèbre en France dans les années 30, et puis, bon, vos livres n'ont pas été réédités. Eh bien, je suis très content qu'on les réédite parce qu'on va faire connaissance de vous. J'espère que vous allez redevenir célèbre en France. La Voix cruelle, c'est pas seulement un récit de voyage, parce que non seulement vous savez raconter, vous savez voir, vraiment tout votre voyage en Afghanistan, en Iran. Elle a un œil de peintre. Vous avez un œil magnifique, et derrière ce voyage, derrière tout ce que vous voyez, il y a cette réflexion intérieure, ce voyage intérieur que vous menez parallèlement avec l'amie qui elle-même est soumise à la drogue. Je veux dire, c'est un livre absolument magnifique. C'est un livre qui fait rêver aussi. Un livre extraordinaire. Ah, mais c'est un livre étonnant. La quête spirituelle, les questions que ces deux jeunes filles se posent, la recherche d'un royaume intérieur à l'homme et qui donne un sens à l'existence. C'est prodigieux. La France entière a été subjuguée par quelques minutes d'Ella Maillart. Et un regard d'Ella Maillart sur la France a fait d'elle l'une des personnalités suisses les plus connues avec Nicolas Bouvier. Donc on a assisté à ce moment-là à une étape de la vie culturelle où la Suisse a joué un très grand rôle dans un domaine en somme totalement inattendu. Maintenant, d'aucuns ne la considèrent pas comme un véritable écrivain. Et ce n'est pas Nicolas Bouvier, c'est sûr. Mais elle a une fraîcheur, et puis j'ai su plus tard qu'elle souffrait beaucoup en écrivant. Et moi qui ai un peu écrit aussi, mais pas des livres, j'ai fait du journalisme, je souffre beaucoup en écrivant. Donc je compatissais et je comprenais sa douleur d'écrire. Et elle écrivait pour pouvoir continuer à voyager et pour pouvoir continuer à vivre, en somme. Parce que je trouve qu'elle donne une énergie formidable. Alors le reproche a été fait, moi y compris, puisque j'avais une prétention de publier parmi les meilleurs stylistes de leur génération en Suisse, avec des Jacques Chessé, avec des Chappat
et Bouvier et d'autres. Alors il me dit, mais que fait Ella Maillard? Bon, elle a voyagé, mais elle raconte ses voyages, etc. Et c'est là, évidemment, où elle se trompe. Et Nicolas Bouvier était le premier à prendre sa défense en disant des choses merveilleuses, en particulier en disant ceci. J'aime mieux un véritable voyageur qui écrit qu'un écrivain qui voyage. Cette photographie a été un tel choc pour le vendeur Leica à Berlin. Je suis restée 3 jours. Le jour de Noël, j'étais dans la famille Leitz. Ils m'ont donné projecteur, ils m'ont donné agrandisseur, ils m'ont modernisé mon Leica, ils m'ont fait mes agrandissements, beaucoup d'agrandissements, 10-15, gratuitement. Donc cette photographie dans ma vie a joué un rôle absolument capital. Un coup de chance incroyable. Ella Maillard a aussi réalisé durant ses voyages de très très nombreux portraits qui sont toujours des échanges. Ce ne sont jamais des images volées. Les regards sont des regards réciproques. Il y a un respect de la part d'Ella Maillard qui aussi correspond à son ouverture d'esprit, à sa tolérance et à quelque part à son désir de paix entre les gens. Nous sommes ici au musée de l'Élysée à Lausanne, qui est un musée entièrement consacré à la photographie. Nous sommes dans la salle de consultation des collections. C'est dans ces collections que sont conservées toutes les archives d'Ella Maillard. En tout, il y a 16 000 négatifs et environ 1800 tirages. Nous avons ici les boîtes originales d'Ella Maillard, dans lesquelles elle rangeait ses fiches. Ce sont des fiches qu'elle faisait à chaque retour de voyage avec une photographie. Et puis de son écriture ici, le lieu dans lequel elle a pris la photographie, le nom des gens, les dates, éventuellement les anecdotes. Nous avons eu dès le départ un lien très amical avec Ella Maillard, qui était très reconnaissante qu'on s'intéresse à son travail. Ella Maillard avait utilisé ses photographies uniquement pour illustrer ses livres et ses conférences. Il n'y avait jamais eu une mise en valeur de son regard de photographe et du travail qu'elle a réalisé durant toute sa vie. Elle a refait une carrière de photographe exceptionnelle. Et puis, tous ses livres sont ressortis. Donc, elle est redevenue une star du voyage, comme elle avait été au début de sa carrière. Et ça, j'avais trouvé ça magnifique aussi. Il y a peu de gens qui sont capables de redevenir quelqu'un après une vie bien remplie. Tout ça, moi, je suis une admiration folle devant cette femme. Et beaucoup d'amour, parce qu'elle avait beaucoup d'humour. Et elle aimait la vie d'une façon magnifique. Nous avons fait la connaissance d'Ella Maillard, dont nous connaissions le travail. Mais Ella Maillard n'avait jamais exposé, elle n'avait jamais été photographe, elle n'avait jamais été présentée comme telle. Ella Maillard utilisait ses photographies pour illustrer ses livres. Et lorsque nous avons découvert les archives, nous avons trouvé un véritable trésor et découvert que Ella Maillard avait un regard de photographe formidable. Nous avons fait une première exposition et puis nous avons travaillé avec elle au catalogage de ces photographies qui sont venues petit à petit au musée. Nous avons fait des livres, nous avons fait des expositions qui ont circulé dans toute l'Europe avec un succès formidable. À l'initiative de Bernard Repon et Hichem Nobelbekoff, responsables de l'association Pamir Bridges, nous avons récemment ouvert avec le musée de Caracol une aile Ella Maillard. Tout ceci est naturellement rendu possible par la donation qu'elle a faite au musée de l'Élysée.
En rentrant d'Inde, Ella Maillard cherche un endroit où s'établir et vivre en adéquation avec ses idées et avec sa philosophie de la vie, en rapport à la nature qu'elle désirait profondément. Elle découvre Chandelin en 1946 et elle décide de s'y établir. Elle construit ce chalet en 1948, qu'elle ne quittera plus jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est de ce chalet qu'elle organise des voyages, et notamment son voyage en 1951 au Népal, et puis tous les voyages qu'elle a entrepris le reste de sa vie, notamment comme guide. Je m'attache de plus en plus à cet endroit où je suis extrêmement heureuse et où j'apprécie l'eau pure, l'air pur et le cadeau magnifique, le silence. Je vais me taire. Un peu plus tard, il y aura davantage d'oiseaux. Il y a des oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un feu? La joie des enfants. Hein? Quand je suis arrivée à Kaboul en septembre 1939, déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, ça m'a donné un tel choc. Bon, elle était prévisible, on savait que ça viendrait. J'ai dit maintenant je ne peux plus tergiverser. Il faut que je comprenne s'il y a quelque chose dans cette sagesse de l'Orient que je puisse assimiler. Et pour ça, je ne veux plus lire de livres. J'avais lu, je crois, pas des centaines, mais certainement très nombreux livres ayant trait à la vie spirituelle, que ce soit chez les catholiques, chez les japonais zen, ou chez les hindous, ou chez les tibétains. C'est pour ça que je voulais vivre près des sages et ne plus parler, et voir leur comportement. Alors, à ce moment-là, j'ai compris que cette recherche, c'était pas du bidon, comme on dit vulgairement, qu'il y a vraiment un étage supérieur dans l'homme qui, la plupart du temps, n'est pas développé et fait que nous sommes dans un manque. Il y a quelque chose pour quelqu'un qui recherche, qui se pose des questions et qui ne trouve pas les réponses. Je me suis complètement convaincue qu'il y a ce plan supérieur qu'on appelle le plan spirituel, qui est la chose capitale pour moi. Je pense que le but de la vie, c'est d'arriver à cette paix profonde, cette compréhension de ce mystère suprême qu'est la vie. Les chromosomes, les gènes, les héritages de tous nos arrière-grands-parents, oncles et tantes, tout ça qui se mélange en nous. Est-ce que ça crée cette prédestination? Est-ce qu'à la naissance, on est programmé? Moi, je finis par le croire. Ma vie est tellement extraordinaire. C'est pas moi qui suis responsable. J'ai simplement dit, je veux pas vivre dans une ville. Mais même le fait de dire ça a déterminé toute ma vie. Mais la force du désir, elle était en moi. Je l'ai pas acquise. Nous sommes dans une perpétuité de mystère. Et comme l'homme aime le mystère, il appelle ça Dieu ou la prédestination. Moi, je ne peux pas vous répondre.